Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré à la grave blessure d'un de nos joueurs phares, Federico Chiesa. Pour en discuter, je serai accompagné de mes fidèles acolytes, les amis. Italien et élégant jusqu'au bout des ongles, ce conférencier international est une pointure dans le domaine de la rééducation sportive, du sportif de haut niveau suite à la rupture d'un ligament croisé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai le plaisir de vous présenter le kiné de l'équipe de France de futsal. Il travaille en partenariat avec des clubs pro comme Chambly. Enfin, il est le fondateur du centre de rééducation Orthosport à Daumont dans le Val d'Oise. Vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Florian Forelli. Salut Florian. Salut, excuse-moi, j'ai un peu je t'en bégayé. prie, merci de l'invitation, merci pour la présentation comme toujours, au poil, merci. Et je t'en prie, normal, t'es à la maison là. Presque. Tu viens comme chez toi, il n'y a pas de problème. En Presque. pyjama. Là, je suis en survêt, là, je suis en pyjama. Je crois. Non, mais c'est Lio, des fois il est en pyjama en dessous. En fait, c'est ça. Le maillot de la Juve. Là, je suis en claquette chaussette. Et je crois que tu travailles aussi avec les clubs de première ligue. Oui, je travaille avec la Football Medicine and Performance Association sur la première ligue avec tous les métiers de soins de la performance. Donc pour les clubs de première ligue, voilà, on publie une espèce de petites recommandations, etc. et consulting pour les clubs qui ont besoin. Voilà. Les joueurs. Super. Franchement, on vous a ramené une pointure ce soir avec nous, les amis. Ça va être du lourd. Il a passé sa journée à pleurer dans les cabines d'essayage du village des Marques dans la région sétoise. C'est accro au shopping et nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir après son entraînement de lever le coude avec les vétérans de Poussan. Vous l'aurez compris, j'avais bien évidemment parlé de Lionel Lippi. Comment ça va, Lionel ? Ça a été compliqué ce soir. Forzaio, il m'a fait courir. Lui, par contre, il court. Mais bon, ça déclasse un peu, ça fait du bien. Il court comme un lapin. Il t'a fait faire quoi ? Il voulait faire 1 heure de diagonale. On en a fait une, en fait. Il a compris qu'au niveau du niveau, il fallait pas les pousser. Il a dit, Forzaio, dans le chat, tu t'es même pas... L'entraînement, il s'est fini à 9h. Le temps de rentrer, de boire, je pas le temps. Et puis le maillot, il est tellement beau. Autant le garder. Ouais, c'est vrai, surtout quand il est c'est ça, et qu'il y a Chiesa derrière. Je pense que ça sort. Je suis allé aussi vite que lui ce soir. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram, les amis. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. J'ai un retour dans mes oreilles. Je ne sais pas. Je suis désolé, les amis. Ah, c'est peut-être toi, Flo. Tu as peut-être un live d'ouvert à côté, non? Je ne sais pas. Ou toi, Lionel? Non, c'est bon. Rien d'ouvert. Écoutez, ça doit être dans mes oreilles. C'est la douche froide, les amis. Après une victoire incroyable face à la Roma, nous apprenions ce matin la fin de saison de notre chouchou, Federico Chiesa. C'est le drame, les amis. Lionel, ça va? Pas trop dépité? Ça va. Hier, quand on a vu les images, on s'en doutait. Il n'y avait pas trop d'illusions à se faire. Donc malheureusement, c'est 6 mois minimum pour lui. Donc, fin de saison, ça va être compliqué pour la Juve, compliqué pour la nationale, parce qu'elle avait un match au moins difficile, voire peut-être 2 pour aller à la Coupe du Monde. Donc, il va rater des grosses échéances et j'espère qu'il reviendra aussi fort qu'il était avant. Ouais, c'est la première fois dans le live ce soir pour Kizinha. Bonsoir, ciao Kizinha. J'espère que tu vas bien. Blukta qui est avec nous aussi, qui nous dit salut à tous. Sans Chiesa, ça va être dur pour nous. Il faut un milieu, je vous le dis. Bentancur et Rabiot doivent savoir que cet été, ils dégagent pour jouer et marcher autant sur le terrain. C'est vrai, ils ne donnent pas assez il ne donne pas assez d'arrache, tout simplement. Il y a Blukta aussi qui nous dit qu'il faut faire bouger les choses. Juventino Sceptique qui est avec nous ce soir également. Salut à toi. Matmat 0613, Yop. Salut. Loïc aussi qui est avec nous. Nikov 95, ça fait extrêmement plaisir, les amis. Forzaio, bien évidemment, notre chouchou. Toscano Juve qui est avec nous ce soir. Et puis Citus Prime, il y en a pas mal. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance, ça fait extrêmement plaisir.
Florian, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation ce soir aussi rapidement. Je sais que tu as un emploi du temps hyper chargé puisque tu es sur 15 000 sujets en même temps. Tu es en train de travailler sur ta thèse, tu travailles avec des patients chez Arte Sport. Dans le Val d'Oise, dans le 95, si vous avez des problèmes, les amis, je fais un peu de publicité parce que ce mec-là, il a des mains magiques. Et ils ont une équipe de folie avec plein d'outils haute technologie. Je pourrais même pas vous le dire, mais en tout cas, franchement, vous avez l'impression d'être un professionnel. Et ça fait extrêmement plaisir, surtout quand on est amateur comme moi. Amateur fini comme moi, plutôt. Flo, tu as vu un peu les images. Est-ce que tu veux que je t'en mette un petit peu à l'écran? Est-ce que tu veux que je te mette à l'écran Oui, bah, tu peux pour faire partager un peu à nos auditeurs. Ouais, alors je vais vous mettre dans le chat le premier, en fait, c'est le tacle à la 29e ou 31e minute. Et en fait, je crois qu'il est sorti à la 32e, 4-5 minutes plus tard. Mais en fait, on pense avec Florian que c'est sur cette action où il y a eu en fait la rupture des ligaments croisés. Et puis c'est vrai que derrière, il est resté 5 minutes à terre. Florian, est-ce que tu peux en discuter un petit peu avec nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, alors généralement, c'est vrai j'ai vu les images, j'ai plusieurs images. On a partagé ce matin ensemble justement sur cette lésion. Alors après, c'est vrai que de savoir où et quand a eu lieu la lésion, il est fort probable qu'au moins le tacle est occasionné. Alors même si ça représente très peu de lésions dans le football, hein, les contacts directs, c'est que 12%. La plupart des joueurs vont se blesser seuls, généralement, ou par des contacts indirects sur des coups d'épaule ou autres. Voilà, c'est vrai que il se peut qu'il y ait au moins eu peut-être soit une rupture partielle, au moins sur le tacle, et ensuite, lorsqu'il a fait son double appui, donc où il fait, je crois, il part dans un sens pour revenir dans l'autre, un gros contre-appel, genou, voilà, qui a pu effectivement finir l'action, parce que c'est vrai que bon, voilà, s'il est prêt normalement ou quoi, physiquement, il n'y a aucun problème pour ce genre d'action. Maintenant, si vous avez un genou qui est effectivement fragile ou fragilisé par un tacle juste avant, ça peut finir. Tout en sachant que sur les images vidéo qu'on a pu voir, il y a quand même un signe très particulier, très lié à la rupture du croisé, c'est ce recul du tibia que l'on voit. Donc c'est vrai que sur la deuxième image où vraiment ce qui va l'amener à sortir, cette image est vraiment significative de la rupture du LCA. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt tendance peut-être à dire sur les analyses vidéo qu'il y a eu peut-être une pseudo-déchirure, on va dire, par le tacle, et ensuite le double contact sur un croisé peut-être affaibli a fini le travail. Ouais, c'est clair, on voit très bien sur l'image qui se met dans le chat, les amis, qu'en fait, on voit vraiment le recul du tibia, comme nous a bien décrit Florian. En fait, le pied est posé par terre, le tibia qui va en arrière, et en fait, la jambe fait un arc de cercle. Et là, on voit bien quand là, il y a rupture, ou en tout cas rupture partielle, pour reprendre un peu les termes techniques du ligament croisé. Et puis, sur la deuxième photo, en haut à droite, vous pourrez voir qu'en fait, sur l'appel contre appel, en fait, il y a une torsion au niveau du genou. Et c'est là où il se plaint, d'ailleurs. Je vous mets pas les vidéos, les amis, puisqu'on n'a pas le droit. Je vous mets que les images. Et là, on voit que derrière, en fait, ça termine le travail. Il y a rupture des ligaments croisés. Et donc, du coup, ça a été confirmé ce matin au EEG médical par les médecins. Rupture totale du ligament croisé. Flo, c'est quoi maintenant le protocole pour lui? Là, le protocole, alors déjà, on aura des petites infos en scoop comme ça qu'on peut vous lâcher, ou voilà, je me suis renseigné un petit peu sur l'entourage. Donc, c'est vrai qu'il serait fort probable qu'il se fasse donc opérer chez le docteur Fink en Autriche, à Innsbruck, qui a opéré Chiellini notamment, que vous connaissez bien. Et Demiral, il joue à la Juventus ou pas? Oui, il jouait à la Juventus, il est parti à l'Atalanta. Il est parti à l'Atalanta. Et c'est pas grave. Donc du coup, effectivement, c'est déjà le premier la suite, la première chose, c'est ça, c'est-à-dire déjà c'est aller vers l'opération, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui reste le plus, on va dire, le plus abordable et le plus optimal possible pour la reprise à la compétition. Et surtout, on a tendance à dire justement dans les ruptures du croisé que la première étape, c'est construire son équipe, c'est-à-dire que là s'engage un vrai sport d'équipe également, c'est-à-dire avoir un bon chirurgien, avoir le coach, le manager, les prépas physiques, les kinés, tout ça, ça va finalement constituer une équipe
pour ramener le joueur au plus haut niveau possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que justement une rupture du croisé, souvent dans le sport de haut niveau, c'est un vrai cauchemar et les joueurs décrivent une sensation comme de trou noir au moment où ils se font le croisé. Pourquoi ? Parce que généralement ils le savent. Voilà, vous sentez un gros crack dans le genou, votre genou va se mettre à gonfler rapidement. Et donc après, comme Lionel l'a dit tout à l'heure, ils savent que l'indisponibilité, la saison est terminée. Donc voilà, donc c'est pour ça que maintenant le protocole pour revenir au plus haut niveau, ce qui est difficile, il faut savoir que sur le haut niveau, vous avez dans l'année qui suit la rupture, vous avez 71% des joueurs qui reviennent à leur niveau antérieur, et dans les 3 ans, c'est 81%. Donc vous voyez, c'est quand même 19% des joueurs sur le carreau. Notamment beaucoup plus chez les attaquants. On a des exemples comme Falcao qui n'est jamais revenu par exemple à son niveau antérieur. Malheureusement, les défenseurs, on voit un peu plus revenir comme Chiellini, Dante ou autres, mais chez les attaquants, c'est un peu difficile, quoi. À part Memphis, Ibrahimovic qu'on a vu vraiment revenir au top niveau, le reste a un peu de mal. Et surtout, c'est qu'il y a une considération qu'il faut prendre en compte pour Chiesa, c'est qu'il est jeune et qu'en dessous de 25 ans, vous avez un fort taux de récidive qui peut aller quand même jusqu'à 30%, tout en sachant que le taux de récidive dans le haut niveau voisine est quand même 18%. Donc quand on parle de récidive, c'est aussi bien le même genou que le genou de l'autre côté. Donc, un peu la Zaniolo. Voilà, tout ça, faut prendre en compte. Il y a Zaniolo, il y avait, comment il s'appelle aussi, Ronaldo, Florenzi à l'époque. Ouais, Ronaldo, il y a Titou. Ronaldo, il n'a pas eu deux croisés. Il y a Titou, effectivement. Mais il y a Florenzi aussi, qui a eu une double rupture du LCA. Par exemple, vous regardez Rafinha, qui en a eu une aussi. À son niveau, il ne l'a jamais vraiment retrouvé. Le frère de Thiago Alcantara. Donc voilà, c'est pas une blessure qui est anodine. Et effectivement, voilà, le plus difficile aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe. Donc là, ces soins vont être normalement partagés entre Innsbruck au départ, revenir un peu la Juventus. Après, il y a des centres spécialisés en Italie qui sont très très bons pour la rééducation, notamment post-croisé. On l'a vu avec Memphis Depay par exemple. Ça avait fait tout un étonnement général, mais au final, quand on voit les résultats aujourd'hui, on ne peut que dire qu'il avait raison. Tu sais dans quelle clinique il a été en Italie, du coup, Memphis Depay ? Il me semble que c'était le centre, c'est Isokinétique, le groupe. C'est un peu comme si c'était un Clairefontaine. Il y en a partout en Europe. Et je crois que c'était le Isokinétique Rome. Mais je ne suis pas sûr à 200%, mais je sais qu'il était à Rome. Donc c'est ce qui semble le plus logique. Donc voilà, ça c'est la première étape, c'est de se construire son équipe, se faire opérer par quelqu'un en qui on a confiance. Donc généralement, c'est le joueur qui choisit avec le manager, etc. Et puis ensuite, voilà, les étapes classiques de rééducation, retour à la course, aller vers la réathlétisation, la reprise du terrain. Et effectivement, comme disait Lionel, on n'aime pas trop donner des délais parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... voilà, c'est plus trop le cas, mais ouais, c'est vrai qu'entre 6 et 9 mois, voilà, il faut compter, même des fois pour un athlète de haut niveau. On a vu Klay Thompson de NBA là, revenir faire son premier match après 941 jours d'absence. Quand même, ça fait énorme. C'est une blessure qui n'est pas anodine, et le retour au top niveau, il passe par beaucoup d'étapes. Et notamment, il y a une grosse étape psychologique aussi à franchir avec l'appréhension du retour au terrain. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites. Si je résume, il y a 80% des joueurs qui reviennent à leur niveau dans les 3 ans, plus ou moins. Il n'y en a que 30% au bout de la première année qui reviennent à leur au niveau optimal. On va penser, on espère. Juste avant, j'aimerais remercier Community Youth qui vient de nous offrir un abonnement à Dante Nightcall. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour notre cause. Ça va permettre en tout cas à des sans-abri de pouvoir manger cet hiver. Merci beaucoup de leur donner un repas chaud. Il y a Pierre Martini qui nous dit il y a Cap-Breton en France. Oui, c'est vrai, il y a Cap-Breton. Et dans quelques années, en fait, il y aura aussi à Daumont. Parce qu'il y a un projet qui est en train de se monter à Daumont avec Florian, qui va concurrencer justement Cap-Breton. Donc là, vous avez un des pionniers de ce grand centre, en tout cas en Ile-de-France. Concurrencer, voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, en toute honnêteté,
voilà, Cap-Breton a un peu perdu de sa superbe depuis les années précédentes. Aujourd'hui, vraiment, sur le sport de très haut niveau, il reste Clairefontaine qui quand même excelle dans ce qui est fait de mieux. Alors pour le football, hein, bien sûr, on va parler. Et vous avez la clinique Santi à Lyon aussi, qui a un très très beau voilà, plateau technique et très très performant. Voilà, que malheureusement, les infrastructures des clubs pro ont fait que des centres comme Cap-Breton, malheureusement, ont perdu énormément de patients, sport de haut niveau, etc. Et donc l'attrait aussi des kinés, des médecins, etc. Parce que bah, c'est sûr, hein, c'était le lieu même où Ronaldo, on en parlait juste avant, le Brésilien, hein, bien sûr, avait été faire un séjour après sa rupture du tendon du quadriceps devant le genou. Donc, et merci Flo pour toutes ces informations. Et j'aimerais bien juste en fait que tu nous expliques en quoi ça consiste une opération des croisés. Parce qu'on parle de reconstruction. Pourquoi est-ce qu'on va parler de reconstruction? Quelles sont les techniques? Alors, les techniques, il en existe plusieurs. Après, c'est vrai que voilà, on va faire court. C'est que généralement, chez les sportifs de haut niveau, chez les footballeurs, on aime bien prendre ce qu'on appelle le tendon rotulien. Donc, c'est vraiment voilà, un petit morceau là, qui se situe vraiment sous votre genou, sous votre rotule. Voilà, parce qu'effectivement, il offre une solidité un peu plus supérieure voilà, aux autres, mais c'est aussi des fois des modes en fait, opératoires qu'ont les chirurgiens, etc. Voilà, donc le but, pourquoi on reconstruit effectivement ce LCA, bah parce que déjà, si la nature vous a mis un ligament à cet endroit-là, c'est qu'effectivement, il y en a besoin. Notamment pour la stabilité du genou, hein, on l'a bien vu, si vous ne l'avez pas, le genou est un peu moins stable. Et donc on parle de reconstruction parce qu'effectivement, le chirurgien va donc aller inciser et donc va aller reprendre, si vous voulez, le trajet naturel du LCA. C'est pour ça qu'on le fait généralement assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les souches, entre guillemets, vous voyez, du croisé qui... Voilà, le croisé va mourir, hein, va détruire parce qu'il ne sera plus irrigué. Mais par contre, les souches, les attaches en haut et en bas, elles vont rester irriguées. Donc ça donne le sens, généralement, voilà, à la plastie. On appelle ça la plastie. Le chirurgien va donc effectivement placer donc, dans cet axe-là son transplant, comme on appelle ça. Et au cours de la rééducation, ensuite, le transplant va se transformer en ligament croisé antérieur. Donc c'est la beauté du corps. C'est-à-dire qu'en gros, le tissu que vous placez quelque part dans l'organisme, il s'organise par rapport aux contraintes qu'il va subir. Donc d'un tendon, vous allez travailler en rééducation, mais il va avoir des contraintes ligamentaires. Donc du coup, le corps va se dire, bah, c'est pas une structure comme ça qu'il me faut que je détruise pour reconstruire, pour avoir une structure ligamentaire. Alors ça prend énormément de temps. Aujourd'hui, on voit qu'en moyenne, jusqu'à 2 ans. C'est pas proportionnel aussi dans le transplant. C'est régional, la ligamentisation, comme on appelle ça, et ça prend en moyenne 2 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les critères de temps qu'on peut entendre sur l'équipe ou autre, c'est voilà, c'est un peu fluctuant. On sait que cette ligamentisation, elle va se faire en bout de 2 ans, sauf qu'on ne pourra pas dire aux sportifs de reprendre au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça que souvent, on me dit, mais du coup, ça m'est déjà arrivé en conférence, on me dit, est-ce qu'on prend des risques quand on remet un footballeur ou un autre sportif sur le terrain? On prend toujours des risques. En fait, c'est bien là le problème. C'est-à-dire que dans le croisé, aujourd'hui, même au niveau international, on a changé la terminologie. On ne parle plus de prévention, mais de réduction du risque. Donc, en gros, il y a toujours un risque. Il existe, il est à prendre. Maintenant, c'est de savoir avec quel pourcentage de risque je démarre déjà une saison et avec quel pourcentage de risque je vais reprendre la compétition après donc tout mon continuum de rééducation, de l'opération jusqu'au retour terrain. Merci beaucoup. Alors, si je répète, enfin, si je synthétise, on incise dans le genou, on prend un bout du tendon qu'on va aller fixer à la place du ligament dans le genou par 2 vis, on perce les os, hein, le tibia et le fémur, et on fait passer ce bout de tendon dans le genou, et le corps après réagit de manière naturelle en disant « Ah, mais ça, c'est pas un tendon ». Il doit réagir comme un ligament. Et pour le coup, en fait, ce bout de tendon qui a été greffé, puisqu'on parle de greffe, finalement, devient un ligament. Ah, j'ai bien appris ma leçon.
J'ai bien souffert. Exactement. Il y a une très bonne question de la part de Boukta. Est-ce que c'est vrai qu'on peut jouer sans ligament, comme dit Gattuso, avec des straps de malade? Alors, c'est très difficile. Le ligament croisé antérieur, le problème en strap, c'est la stabilité dite rotatoire, quand le tibia va tourner. Et avec des strappings, c'est quasiment impossible. J'ai déjà, sur un championnat d'Europe de futsal, justement, on avait un joueur qui n'avait pas de croisé, qui était parti malheureusement. On l'a strappé dans tous les sens, etc. Le jeu est extrêmement difficile, surtout quand voilà, il y a des appuis, il y a beaucoup de changements de direction. Et du coup, on retrouvait son genou comme une grosse patate. Voilà. Il faut savoir en plus que plus vous êtes jeune, plus vous risquez d'avoir des lésions au ménisque. Hein. Donc les ménisques, c'est ce que vous avez entre votre fémur et votre tibia qui vous permet un petit peu de bien coulisser au niveau voilà, des mouvements des genoux. Donc ça aussi, hein, c'est un préjudice pour l'articulation. Aujourd'hui, on entend, alors des fois, on entend, oui, tiens, il n'a plus de croisé, comme Réveillère, par exemple, qui n'avait plus de croisé, qui avait joué effectivement au football. Alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui des protocoles qui, des fois, disent aujourd'hui, de plus en plus, est-ce que l'on va opérer ou non? Alors, il y a deux questions qui se posent. Il y a je pense qu'il y a aussi la question économique. Il faut savoir qu'un croisé, par exemple, en première ligue, en fonction des joueurs, ça peut coûter entre 9 millions à 50 millions pour un joueur. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, en fonction, vous allez payer le salaire, vous allez perdre au niveau transfert, au niveau performance, etc. La revente, ça peut aller jusqu'à 50 millions pour un gros joueur. Donc c'est pas anodin non plus là-dessus. Ibrahimovic, quand il se fait le croisé, je pense qu'il perd un max au niveau de United. Ouais, encore, il revient bien et plus vite, on va dire, que les autres. Donc, mais sinon, ça coûte extrêmement cher. Donc, jouer sans croiser, c'est une possibilité. Aujourd'hui, c'est évoqué aussi, parce qu'on évoque des retours à 2 mois et demi, 3 mois avec une stabilité. Sauf que là, il y a un truc qui est sorti quand même à plus ou moins 2 ans, les gens finissent par toujours se faire opérer. Donc, voilà, il y a comment, si vous voulez, comment on revient sur le terrain sans croiser. Oui, on peut le faire. Maintenant, c'est voir à long terme comment c'était. N'oubliez pas, par exemple, que Réveillère, quand devait signer au Napoli, il a été refoulé à la visite médicale parce que son genou était dans un état désastreux. Donc, voilà, c'est le problème aujourd'hui de l'industrialisation un petit peu de ces sports où, oui, de côté économique, peut-être que si on le renforce bien, il se fera peut-être pas d'entorse ou quoi que ce soit, au moins dans ce court laps de temps, s'il lui reste 1, 2, 3 ans à jouer. Après, une fois qu'il a pris sa retraite, c'est plus le problème des clubs, c'est plus le problème des fédés, c'est plus le problème des agents. Voilà, c'est terminé, son genou peut-être sera mort, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On aura au moins gagné un peu d'argent sur ce qui reste. Mais vraiment jouer sans croiser quand on est jeune, voilà, on ne le conseille pas. Et comme je le dis, tu peux y arriver, mais il y a un moment donné où ça a été montré entre 9 mois et 2 ans, les gens finissent par se faire opérer parce qu'il y a tellement d'épisodes d'entorse que ça devient compliqué en fait de jouer sans croiser. Et même pour avoir fréquenté beaucoup, en tout cas, ton centre de rééducation, en tout cas, j'entends beaucoup de témoignages de personnes qui ne sont pas sportifs ou très peu, qui ont eu une rupture des ligaments croisés il y a peut-être 1 voire 2 ans, et au final viennent se faire opérer parce qu'ils n'en peuvent plus. Lorsqu'ils descendent un escalier, il y a le genou qui tord. Lorsqu'ils font un faux mouvement, il y a le genou qui se tord, etc. C'est entorse de genou à répétition et ça devient très très compliqué. Et derrière, on abîme les ménisques, ces bouts de cartilage qui sont dans le genou pour nous faire coulisser, comme tu as bien expliqué tout à l'heure. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui te remercient pour ton intervention. Il y a Dante Nightcall et Bertonino qui nous dit merci beaucoup pour cette intervention. Pour la suite de la rééducation, parce que c'est vraiment là, en fait, finalement, là où toi, tu prends l'essence même de ton travail. Une fois que je me suis fait opérer, qu'est-ce qui se passe? Comment ça commence le protocole? Alors, généralement, aujourd'hui, en plus, on a maintenant l'habitude, c'est d'avoir des chirurgies, ce qu'on dit à récupération rapide, donc c'est-à-dire qu'on se fait opérer le matin, on ressort le soir. Alors, c'est vraiment bon pour les sportifs plus de haut niveau, on prend des précautions, ils dorment au moins 1 ou 2 nuits quand même pour être sûr qu'on surveille bien. Et la rééducation commence très, très rapidement. Après, il faudra avoir tous les détails possibles du protocole pour être sûr. Mais généralement, de toute façon, la rééducation commence dans les 2 semaines, dans la semaine qui suit l'intervention au maximum. Donc les premières étapes, ça va être très vite de récupérer vraiment un genou qui puisse tendre au maximum. Hein,
la flexion, on récupère maintenant de manière un peu plus spontanée, on ne force pas, mais l'extension est vraiment primordiale, c'est-à-dire que dans les 3 premières semaines, si l'extension n'est pas récupérée, on peut avoir des petites complications au niveau justement de cette ligamentisation. Voilà. Donc très vite extension, ensuite on va aller très vite développement, voilà, force, équilibre, etc. sur la jambe. Après le retour à la course, hein, bien évidemment. Et très vite, dès qu'on peut, c'est le retour terrain. Hein, donc, bien sûr, c'est le retour terrain adapté. On ne dit pas que, bien sûr, il faut reprendre, faire des dribbles, etc. Mais il n'y a rien de dangereux. Vous voyez, quand vous avez une force qui est bonne, un équilibre qui est bon, à faire 2-3 passes, à faire 2-3 accélérations sur place, etc. C'est très important. C'est ce on appelle ça le on-field rehabilitation. Donc, c'est vraiment la rééducation terrain. Oui, c'est vraiment la pure rééduque. Du coup, et c'est Ah, on a un petit problème de connexion avec. c'est vraiment. Ouais, Ah, excuse-moi. On a eu un petit problème de connexion à un moment donné. On a perdu un peu le fil. Tu disais que oui, alors on commençait justement à reprendre le football à partir du moment où on avait une bonne stabilité et qu'on avait une bonne force. voilà. Et donc je disais qu'il n'y avait rien de dangereux en fait à reprendre ça. Par exemple, quand Depay avait repris, tout le monde criait voilà, au scandale. Pour autant, voilà, il n'y avait rien de mal. Et en fait, ce que je disais, c'est que l'ennemi numéro un, nous, en rééducation, même des prépas physiques, c'est la peur, c'est l'appréhension que peuvent avoir les personnes. J'en ai discuté à un congrès international il y a temps avec le centre isokinétique Ah, avec des gens qui... Ah putain, ça... non, c'est bon, c'est bon. Ouais, avec le centre isokinétique de Beaune, c'est ça? C'est bon? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bologne. De Bologne, Bologne. Bologna. Et qu'ils ont voilà, il y a des gens qui, des fois, musculairement, sont pas bons, mais psychologiquement sont prêts. Et cela récidive jamais. Vous avez des gens qui, psychologiquement, ne sont pas prêts et qui, musculairement, sont prêts et eux vont récidiver. Donc, c'est dire tout l'impact psychologique dans la reprise du sport. Et ça, c'est vraiment le plus difficile. C'est presque ça, parce que faire du muscle, etc., on sait voilà, comment faire, les kinés, les prépas physiques, etc. On bosse tous ensemble autour du joueur avec ça. Par contre, diminuer l'appréhension, c'est pas forcément évident. Il y a des psychologues du sport, mais le kiné, le prépa, ils ont aussi leur rôle à jouer en réintégrant en fait le geste sportif le plus rapidement possible et de manière adaptée. Moi-même, je le fais très régulièrement, que ce soit des handballeurs, des footballeurs, mais voilà, ça peut être à 1-2 semaines, marcher sur un tapis, vous voyez qu'un ballon au bout du pied, ça peut être voilà, juste faire une petite passe semelle, etc. Et on retrouve les sensations, on peut pas dans le geste et on a moins peur pour la reprise. Donc, le plus rapidement, en fait, c'est reprendre dès qu'on peut, dès qu'on est sur pied, reprendre une petite activité, en tout cas pour garder la main mise, en fait, finalement, sur son sport et garder, en fait, cet automatisme au niveau du corps et puis aussi du mental, puisque tu parlais de psychologue. Du cerveau, surtout. Ouais, et garder toutes ces connexions-là. Il y a Communauté Juve qui nous dit 4e mois, reprise du jogging, 6e mois, ça revient au foot doucement chez les pros, et puis travail plus de protection musculaire en travaillant les ischio-jambiers, mais pas que. Et on s'est rendu compte aussi que sur la stabilité, il y avait beaucoup de mollets qui jouaient, notamment Chiellini, on a vu beaucoup de blessures au niveau du mollet. Bah on a alors maintenant les délais ils sont un peu raccourcis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait on refait courir, on retourne sur le terrain par rapport à des données objectives cliniques. Donc c'est-à-dire que par exemple les délais c'était un peu absurde parce que dans le sens où on se disait bah, ça veut dire par exemple à 4 mois on reprend la course, c'est-à-dire que le non sportif de 40 ans qui fait son jogging il va reprendre le jogging en même temps que le joueur de 20 ans. Donc aujourd'hui, on a des données objectives pour la reprise de la course, pour la reprise sur terrain, pour la reprise de la compétition. Donc ça va vraiment se faire en fonction de l'évolution du patient. On a déjà fait courir des gens à 2 mois, par exemple, parce qu'ils allaient très bien. D'autres, bah, musculairement, ça n'allait pas. Voilà, on faisait courir plus tard. Voilà. Alors après, pour ce qui est des mécanismes de protection, c'est voilà, un peu plus complexe
que ça. Et certes, les ischio-jambiers protègent, sont le dernier rempart, on va dire, de la protection. Tu en as parlé, le mollet, il ne faut pas l'oublier. Mais surtout, ce qui est très important aujourd'hui, c'est même le plus important, c'est ce qu'on appelle le contrôle proximal. Donc, c'est vraiment les muscles du tronc et le bassin. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte que ce sont ces muscles-là qui sont défectueux. Au moment de la rupture du croisé, c'est un problème au niveau du tronc et du bassin, notamment au niveau mécanique. Après, il y a des données aussi au niveau cérébral. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez vous rompre le croisé tout seul, ce qui est à peu près dans 90%, dans 88% des cas. Et combien de pourcents pour un mec qui se les rompt tout seul 2 fois? Ah, ça dépend de l'âge, ça dépend de l'âge. Non, mais souvent, c'est que, en gros, c'est le cerveau qui va faire la rupture du LCA. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que vous allez retrouver dans une configuration de segment de membre qui n'est pas la bonne. Il y a une interaction au niveau de l'environnement. Il faut savoir qu'au football, c'est 67% sur des phases défensives. Alors, vous l'avez bien vu, pareil, Chiesa, il fait appel contre appel, ça va être plutôt sur une protection de balle, 67% en défensive. Ça intéresse tous les postes, hormis gardien, effectivement. Justement, c'est le problème du tronc et du bassin qui, des fois, sont pas assez forts, se contractent pas assez vite et qui vont pas réussir à stabiliser tout le membre inférieur. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit oui, quadriceps, les ischios, c'est bien. Mais aujourd'hui, vraiment, le maître mot, c'est vraiment optimiser donc, cette dominante au niveau du cerveau, justement, qu'on appelle ça neurocognitive, la dominante musculaire au niveau du tronc et du bassin, parce que c'est vraiment de là que tout part. Donc, voilà, il faut avoir vraiment gainage parfait, etc. Voilà, je vulgarise un peu, mais c'est voilà, hyper important, on appelle ça l'optimisation du contrôle proximal, justement. Super, super intéressant. Donc, Lionel, tu sais ce qu'il te reste à faire pour ne pas péter 2 fois le croisé, toi aussi? Faire des abdos, faire du gainage, mon gars. Et arrêter les pizzas. Ou arrêter. Ou arrêter. Il y a dans les fessiers, voilà. Les fessiers, c'est important, ça prévient l'été et en plus, ça réduit le risque de se rompre le croisé. Il y a Dante Nicole qui nous dit il paraît que R9, ils ont remplacé ses croisés par les lacets mouillés. Je blague, mais le pauvre, il avait un genou en mousse. C'est drôle. Matmat 0613 qui nous dit dans combien de temps il est censé se faire opérer? Est-ce qu'on se fait opérer tout de suite, le plus rapidement possible, du coup? Alors ça va dépendre des chirurgiens. Généralement, on attend quand même que l'inflammation soit passée. Après, bon, l'avantage, c'est que eux, effectivement, voilà, on va faire l'IRM très rapidement. Voilà, on a vu qu'effectivement, la rupture du croisé. On n'a pas d'infos sur les ménisques plus que ça, donc voilà, après c'est qu'un détail supplémentaire. Mais après, effectivement, ils rentrent dans des protocoles de préopératoire qui sont importants. Il faut savoir que, on va dire, plus vous faites opérer avec des bonnes conditions, et mieux vous allez récupérer. C'est-à-dire que c'est pareil, normalement, il y a toute une rééducation à faire avant l'opération. Donc, bon, généralement, voilà, un sportif de haut niveau est quand même aguerri, et plus vite, on va dire, vous allez opérer tout en respectant l'inflammation. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un genou qui est très gonflé, très inflammatoire, c'est pas non plus très bon d'aller rajouter du stress sur une articulation qui l'est déjà. Donc ça va vraiment être dépendant de sa récupération et des signes inflammatoires qu'il va avoir avant l'opération. Et surtout, après, c'est aussi chirurgien dépendant, protocole dépendant. Mais l'expérience du chirurgien aussi est assez importante là-dedans. Des fois, ça peut arriver, ils opèrent, c'est inflammé. Mais c'est vrai que de coutume, on évite d'opérer un genou qui va trop mal, en fait. Il faut opérer quelque chose qui, entre guillemets, va bien. Il y a Communauté Youth qui est avec nous, hein, qui est un ostéopathe, et il te pose une petite question hyper intéressante, et j'aimerais bien que tu me la traduises, parce que je ne la connais pas vraiment. Un travail en neurodynamique serait intéressant pour toi, du coup? Alors, il parle de travail neurodynamique au niveau étirement des nerfs, tout ça ou... Alors, si tu peux préciser, Community Youth, ça serait avec plaisir pour qu'on puisse partager un petit peu ce savoir-là. En attendant, je te propose il nous dit, il faut faire attention. Attends. Bertonillo qui dit j'ai une triple entorse sévère aux 3 ligaments de la cheville et dès que je me suis rétabli, je me suis reblessé. Ce que je craignais par-dessus tout, y a-t-il aussi plus de risques dus au psychologique? Oui, on en a répondu tout à l'heure justement sur tout ce qui travaille beaucoup sur la partie appréhension et il travaille avec des psychologues du sport, ouais. etc.
Ouais, hyper important. Ouais. Et ce qu'il expliquait tout à l'heure, Florian, c'était la possibilité justement de pouvoir reprendre rapidement après l'opération, post-opératoire, des mouvements du sport pour ne pas pouvoir perdre en fait de manière neuronale tous les gestes et diminuer cette appréhension-là. Il y a Communauté Juive qui nous dit qu'il faut faire attention au LLE, aussi sur une atteinte du LCAE, il me semble. Moi, si je me trompe, mais je crois que c'est une urgence chirurgicale. Ouais, c'est ça, quand il y a le LLE, donc c'est le ligament sur l'extérieur. Après, c'est vrai qu'il prend plus dans les premiers mécanismes, comme a eu Chiesa par exemple sur le taxe, où il part en hyperextension. Donc en hyperextension, c'est vrai que généralement on a plus des déchirures, on va dire, dans le haut du LCA, soit qui justement abîme en fait le LCA sans pour autant le rompre complètement. C'est pour ça que je vous dis peut-être que le deuxième volet, mais comme quoi quand la nature a décidé qu'il faut qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. C'est toujours comme ça. Effectivement, sur les contraintes en hyperextension, on peut avoir effectivement la rupture du fameux LLE, qui est effectivement une urgence chirurgicale. À l'inverse du LLI, qui rompt très rarement, plutôt sur des contacts directs. Voilà, ça arrive très peu. Là, j'ai un joueur qui joue aux États-Unis qui a eu ça, qui s'est fait opérer à Lyon, qui a eu LCA plus LLI, que c'est souvent le combo, mais ça arrive en hyperextension. Ouais, le LE, là, ouais, c'est une urgence effectivement chirurgicale. Ça fragilise un peu plus le genou parce qu'on a des reconstructions ligamentaires, donc ça veut dire si je prends un tendon pour reconstruire le LCA, il faut que je reprenne un autre tendon pour reconstruire le LLE. Donc là, il faut être encore plus vigilant sur la rééducation. Alors le LLE, c'est le ligament latéral externe et le LLI, c'est le ligament latéral interne. Externe, interne, et le croisé qui vient dedans, le LCA, donc antérieur. Et on a un deuxième croisé qui s'appelle le postérieur, qui celui-là rompt très peu souvent finalement. Et là, c'est une rééducation un peu plus compliquée. Ouais, sur le postérieur, on peut vivre sans. Ça, Michel Platini, qui a joué à la Juve, n'avait pas de croisé postérieur. Alors, je ne sais plus à quel genou, mais ça ne l'a pas empêché de marquer nombreux buts sur coup franc et autres. Donc, dans le croisé postérieur, on peut arriver voilà, à faire du sport sans. C'est le ligament le plus résistant du corps humain. Donc, voilà, pour le péter, il faut quand même y aller. C'est des chocs directs. C'est des mécanismes beaucoup plus compliqués que le LCA, ça arrive, hein, mais voilà, pour la rééducation aujourd'hui, pas forcément plus compliqué, mais il faut faire plus attention, ouais, parce que les mécanismes de distension sont plus faciles que ceux du LCA. Ouais. Alors, il y a Blutta qui nous dit comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir celui-là? En parlant de toi. En toute franchise, en fait, je le connais depuis qu'il a l'âge de 4 ans. Donc voilà, ça, ouais. je le connais depuis qu'il est tout petit, et puis voilà, on s'est suivi, on ne s'est jamais quitté, et puis c'est devenu un beau copain à moi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le ligament si on devait résumer? Il y a Matmat qui demandait tout à l'heure. Matmat demandait tout à l'heure si on savait à peu près à quand l'intervention de Chiesa pouvait être faite. Oui, il a dit tout à l'heure, c'était à partir du moment. Ouais, généralement, oui, les inflammations, ça passe une semaine, 10 jours, quoi. Ouais, ça dépend des fois, ça peut être 48 heures, 72 heures. En gros, dès que le chirurgien va lui évaluer que voilà, le genou va bien, c'est-à-dire qu'il tend bien, qu'il plie bien, qu'il est plus inflammatoire. Si le joueur est prêt, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on appelle ça dans le métier, ce qu'on appelle le player voices. Donc c'est vraiment la voix du joueur, parce qu'avant, le joueur était vraiment écarté de toute chose. Aujourd'hui, c'est le joueur aussi qui décide qui l'opère, quand il est opéré et quand est-ce qu'il revient aussi sur le terrain. Ça, c'est important aussi de le souligner, parce que on disait oui, c'est de l'industrialisation, etc. Mais on a quand même de plus en plus tendance à écouter le joueur et son entourage dans tout ce qui est reprise de sport, parce que comme je l'ai dit, le psychologique, c'est hyper important. À titre de comparaison, tout le monde connaît des fois le bilan isocinétique, et le gros bilan sur une machine, on pousse, etc. Faut savoir que quand vous êtes vous étudiez justement la reprise du sport, la prédiction du risque de rupture du croisé. Le bilan isocinétique, c'est une variable qui va peut-être représenter 8-10% peut-être
du risque. Alors pourtant, on en fait tout un pataquès, on met celui qui n'a pas fait son bilan ISO, on lui dit mais c'est pas possible, t'as pas fait ça. Et la variable psychologique, c'est 20%. Vous voyez, donc il y a quand même 2 poids, 2 mesures entre un truc qu'on fait tout le temps, et des fois le psychologique, on dit oui, mais c'est complètement ridicule, oui, c'est dans la tête, etc. Mais non, c'est pas que dans la tête, parce que ce que vous avez dans la tête, c'est aussi ce qui commande voilà, tous vos 4 membres. Donc forcément, si vous n'êtes pas bien à l'instant T, ça peut effectivement le faire. Enfin, ou pas le faire. Il y a beaucoup d'Italiens, en fait. C'est pour ça qu'on dit que quand la tête va, le corps va aussi. Oui, quand la tête va, le corps va, effectivement, c'est ça. Il y a beaucoup d'Italiens avec nous ce soir, et Florian aussi est un Italien. Florian Forelli, je le répète, d'Orthosport à Domont. De nom. À Domont dans le Val d'Oise. Mais non, quand tu l'as de nom, tu l'as dans le sang, Qu'est-ce que je veux dire? Ma question, c'est, il y a beaucoup d'Italiens, et ils sont donc inquiets pour la Coupe du Monde qui sera jouée, en tout cas, cet hiver au Qatar. Est-ce que tu penses que si l'Italie se qualifie, est-ce qu'il y a des chances de voir Chiesa fin de l'année 2022 à la Coupe du Monde? On va pas parier là-dessus. Après, je pense que, si c'est un joueur qui a un tempérament motivé, voilà, ça reste, c'est fin d'année, c'est novembre, décembre. C'est décembre. C'est fin novembre. Ouais. Pour le 16. Fin novembre jusqu'à décembre. Alors après, ça reste, mine de rien, ça reste quasi dans 11 mois, 12 mois. Donc voilà, c'est vrai que le retour à la compétition a tendance à le repousser entre 9 et 12. Donc j'ai envie de dire que tout est possible. Il est jeune, il va récupérer normalement rapidement, sauf complications, ce que je ne lui souhaite pas, bien évidemment. Après, voilà, on ne peut pas parier à 100%. On va dire que si on se cale sur les délais aujourd'hui de ce qu'on nous dit au niveau international, ça semble réalisable. Maintenant, c'est, comme je dis toujours, c'est revenir, mais revenir à quel niveau? Voilà, si c'est, je ne suis pas forcément sûr qu'ils vont prendre le risque de le refaire jouer tout de suite en sélection. Il faut savoir que les ruptures du croisé arrivent aussi généralement sur des matchs où il y a beaucoup plus d'intensité. C'est pas la fatigue musculaire qui est en cause dans les ruptures du LCA, mais bien des fois l'intensité. Ça peut être un stress physique, mental, une déshydratation. On en parlait tout à l'heure, ça peut être on pense à autre chose parce que ça ne va pas en ce moment. Donc il y a tous ces facteurs qui rentrent en compte. Maintenant, je pense qu'aussi la décision va appartenir aux joueurs. Je pense que d'ici un an, le sélectionneur, quel qu'il sera, lui demandera s'il se sent prêt ou non à revenir dans l'équipe en fonction du niveau qu'il a. Parce que je pense que c'est quand même un joueur, on l'a vu à l'Euro, qui était fondamental dans l'équipe d'Italie. Donc je pense que on lui demandera, je pense, de toute façon, son avis pour être sûr. Mais je ne peux pas vous assurer ce soir à 300% qu'il sera là à la Coupe du Monde. Une question me vient à l'esprit, parce que tu as parlé de complications. Quelles sont les complications qu'un joueur peut avoir lors de, justement d'une opération, suite à une post-opératoire, à une opération des ligaments, du ligament croisé, à une reconstruction du ligament croisé? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme complications? Ouais, les complications, on peut avoir une phlébite, c'est un caillot sanguin que vous allez retrouver dans la veine. Donc, généralement, il y a des traitements préventifs pour ça, donc c'est quand même assez rare d'en faire. Après, les complications propres vraiment au croisé, c'est soit vraiment la raideur, mais la raideur, elle est occasionnée généralement par une absence de mouvement ou par une plastique qui va être mal posée. Bon, généralement, voilà, les chirurgiens qui nous opèrent, c'est pas le mec qui est sorti de l'internat il y a 2 mois, quoi. Donc généralement ils savent poser quand même des croisés. Et après, la principale complication, après la grosse complication, la plus chiante, c'est l'infection. Voilà, c'est sûr, le germe, le truc, bon voilà, vous avez chopé ça comme Juan Bernat par exemple, qui a eu une grosse infection et qui, vous voyez, a eu du mal à revenir, etc. Alors déjà, que vous pétez le croisé, ça vous plombe le moral, mais de savoir que vous avez une infection, ça va être compliqué, il faut ralentir la rééducation, etc. Là, ça vous replombe le moral doublement. Donc, il y a ça. Et la dernière vraiment grosse complication, qui n'est pas une grosse, mais qui est le syndrome, on appelle le syndrome du cyclope. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un petit épaississement dans le ligament croisé du fait que vous n'arrivez pas à tendre correctement le genou. C'est pour ça que je vous disais que c'est important de tendre le genou le plus rapidement possible, parce que ça va éliminer cette complication où il faut réopérer, regratter, avoir un risque infectieux, bien évidemment, à chaque fois que vous allez opérer. Donc voilà, c'est les principales complications
voilà, que l'on peut rencontrer, qui sont, mis à part l'infection, somme toute minimes, mais peuvent quand même être handicapantes et puis embêtantes pour le joueur. Il y a MatMat0613 qui nous dit la question qui se pose aussi est que même s'il revient, ça reste l'une des plus grandes compétitions et peut avoir un stress psychologique, comme vous en avez parlé, avant peut-être prioriser un autre joueur finalement. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une Coupe du Monde. Je pense que quand tu es champion d'Europe en titre, tu es quand même un challenger pour la Coupe du Monde. Faut quand même, si on se qualifie. Faut quand même voilà, si vous qualifiez, mais bon, vous avez toujours la chance qui fait que. Donc, non, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison, ça n'a pas l'air trop chaud, quoi. Mais bon, ça fait un peu de change. Mais c'est sûr que, voilà, si on va à la Coupe du Monde, généralement, vous avez 22, 25 joueurs. Faut prendre 25 joueurs qui soient à 100, 110, 110%. Le joueur qui va être à 80%, c'est celui qui va vous handicaper. Et surtout, c'est que, comme on disait, il est quand même jeune, donc il n'y a rien de tel pour faire une Coupe du Monde, rater la Coupe du Monde, voire même se blesser. Et puis après, c'est la descente aux enfers, hein, comme beaucoup de joueurs très très bons ou des éternels talents qu'on a pu avoir qui ont continué de se blesser, de se reblesser, et puis qu'on disparu complètement des radars. Et aujourd'hui, des fois même quand on évoque leur nom, on se dit bah ah oui tiens c'est vrai que lui il a joué au football. Donc c'est ça aussi. Je pense qu'il est jeune, donc il faut penser à l'avenir. Je pense que à un moment donné, s'il fait pas celle-là, il aura la possibilité de faire l'autre et la suivante, même si c'est embêtant et prometteur, mais bon, vaut mieux pas griller les étapes et surtout griller sa carrière par la suite. Pour revenir au joueur, en fait, Chiesa, c'est un joueur qui est très dynamique, qui travaille beaucoup sur ses appuis, qui va au-delà de son effort. C'est pas un mec qui va faire 100% des efforts, c'est un mec qui va aller à 120, 150% de l'effort tout le temps, même lorsqu'il est fatigué. Est-ce que tu penses qu'avec ce type de blessure-là, enfin moi, quand je le voyais jouer, je me dis c'est pas possible qu'il se fasse jamais croiser. Et puis finalement, ça arrivait, peut-être que je lui ai porté la choumoule, mais quand je le voyais jouer, je me disais il est trop à fond. Est-ce que après dans sa gestion de l'effort, son effort sera différent? Est-ce que sa manière de jouer va devoir être différente? Est-ce qu'il va devoir gérer ses efforts? Est-ce qu'il va choisir ses efforts? Comment est-ce que ça va se passer en tout cas pour lui? Qu'est-ce qui serait le mieux? Non. Normalement, s'il est à 100%, alors moi j'ai toujours tendance à dire, parce que c'est vrai que les gens disent ouais, il faut qu'il revienne à 100%. Moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut qu'il revienne à 110%, parce que s'il s'est blessé, c'est qu'il y a potentiellement eu un problème, voilà, dès le départ. Mais normalement, tu rejoues comme si sans rien calculer, parce que si tu calcules, ça veut dire que t'es pas forcément prêt. C'est-à-dire que là-haut, il y a toujours un petit frein qui te dit bah te donne pas à 100%, te donne pas à ci, te donne pas à ça. Et c'est le souci, c'est beaucoup de joueurs. Moi même des anciens joueurs internationaux en équipe de France qui ont été blessés, hein, régulièrement, qui ont disparu. Hein, je ne cite pas de nom, mais vous voyez de qui je parle, mais qui ont toujours joué avec ce frein. Et finalement, vous avez vu, ça fait des blessures, etc. C'est-à-dire que quand vous jouez qu'un frein psychologique, hein, surtout, de vous dire ah oui, je vais peut-être pas aller là, je vais peut-être pas aller là, en fait, c'est le meilleur moyen de se blesser, qu'importe quel qu'il soit, les ischios, l'entorse, etc. Parce que finalement, plus vous avez peur, entre guillemets, moins votre performance est bonne et plus le risque de blessure augmente. Donc, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, on a des évaluations psychologiques post-croisées, générales, voilà, qui portent soit sur la fonction du genou ou autre. Après, les psychologues ou les autres, ils ont voilà, d'autres questionnaires ou autres. Mais voilà, ça s'évalue. Hein, c'est-à-dire que ça s'évalue objectivement. On a des scores et ces scores qui vont nous dire voilà, on peut remettre sur le terrain, il est sûr, il est bien, ça y est, il est prêt. Et puis voilà, après, je ne vous cache pas que je pense que chaque joueur, à son premier match, qui revient après un croisé, voilà, je pense qu'il y aura toujours un peu d'appréhension tout de même. Mais le tout, c'est d'en avoir le moins possible. C'est toujours pareil. Ouais, c'est clair. Lionel, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Vous pouvez poser vos questions hein, si vous voulez, les amis. Hein, si vous voulez, peut-être que je n'ai pas posé toutes les questions. Non, parce que celles que j'avais remarquées, tu les as dites. Ça parle de Del Piero aussi, ça parle de Ronaldo par rapport aux blessures. Moi, j'ai vu une interview de Ronaldo, justement, de R9, le Brésilien, qui disait qu'au bout de 6 mois, il avait le genou, il se pliait quasiment pas.
Il était quasiment un Oui, angle je l'ai droit vu, et celle-là. il était allé dans une clinique, je crois, aux États-Unis et il fallait qu'il gagne Ouais. quasiment 1 cm par jour. Et il disait que c'était l'enfer pendant des semaines parce que c'était un truc de fou au niveau du travail et au niveau de la douleur et qu'il n'a jamais pu retrouver une amplitude normale comme il avait avant la blessure. C'était hyper intéressant à écouter. Ouais, il y a pas mal, hein. Après, pour ceux qui sont intéressés, moi j'ai pas mal de vidéos aussi sur des croisés de joueurs voilà, qui témoignent. Je crois qu'il y a dedans, il y a Ibra, il y a pas mal de joueurs aussi d'Angleterre, etc., voilà, qui témoignent effectivement voilà, de la rupture du croisé, comment ils l'ont vécu, le long périple que c'est. Parce que c'est vrai qu'on en fait tout un plat, mais il faut savoir que le croisé, en Europe, c'est 6% de blessures, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Sur toutes les blessures dans le football, 6%, vous avez 94% d'autres blessures. Mais c'est une blessure qui amène des changements physiologiques parce que on vous prend un tendon. Il faut savoir que le tendon qu'on vous prend, il ne repousse pas non plus. Donc il va être remplacé par un espèce de truc à moitié visqueux, etc., qui va avoir une pseudo-structure tendineuse. Donc il y a ça. Après, bon, il y a pas mal de compensations aussi qui sont faites. On a psychologique, on en a parlé en long, en large et en travers. Donc ouais, sur ces 6% de blessures, c'est pas anodin et puis il y a toute une médiatisation derrière aussi qui fait que c'est une blessure qui est redoutée. Quoi. Il y a Dante Naiko qui nous pose une question importante, mais je pense que j'ai la réponse. Le genou de Baggio est intriguant. Pourquoi, quand il appuie sur le côté gauche de son genou, ça ressort du côté droit? C'est dingue. J'ai l'impression qu'il y a une couille qui est descendue, peut-être. Non, je plaisante. Est-ce que c'est normal qu'en fait son genou est un peu désaxé? Ou c'est peut-être physiologique de Alors, son côté, peut-être? quand Euh, Sur quoi j'ai pas Sur entendu? Baggio, en fait, quand il appuie sur le côté gauche de son genou, on a l'impression qu'il ressort du côté droit. Quand il appuie sur l'intérieur, en fait, ça ressort vers l'extérieur. Peut-être que. Ah oui, bah oui, si sur l'intérieur ça ressort vers l'extérieur. Mais sur son genou à lui ou Non, sur sur. le genou de Baggio. Ah, de Baggio. Ah oui, oui. Alors voilà, faudrait. Attends, ça faut examiner, faut regarder, hein, parce que ça c'est toujours. Non, mais des fois ça peut être des laxités qui peuvent être résiduelles, ça peut. Voilà, s'il y a une rupture qui n'a pas été traitée, une laxité résiduelle, ça peut être Baggio, une il avait un genou qui tenait plus peu cher. Il y a une question intéressante là pour le coup, et c'est vrai, j'allais te la poser. D'ailleurs, ça allait être ma dernière question. C'est 6%. Gupta qui nous dit 6%, mais à l'Olympico, c'est 87%, je crois. Enfin, il plaisante pour dire qu'en fait, finalement, sur le stade à Rome, il y a eu beaucoup de blessures, en tout cas des croisés. Beaucoup de joueurs se sont fait les croisés en Italie. Ça n'arrête pas. Est-ce que c'est lié aussi, outre l'aspect psychologique et moteur, etc., est-ce que ça peut être lié au terrain? Alors, pas forcément au terrain, et généralement c'est plus lié à la chaussure. Pas oublier que la chaussure, c'est la première interaction avec le sol. Et généralement, alors, ouais, il y a pas mal de blessures. Alors, c'est vrai qu'en final, on a remis en cause les terrains en disant oui, les synthétiques aussi, troisième génération, quatrième génération, cinquième génération. On a vu même des terrains en pro synthétiques disparaître, comme à Lorient, je crois, et Nancy, parce qu'il y avait un risque de blessure qui était importante. Mais au final, on se rend compte que c'est plutôt la chaussure qui n'est pas adaptée au terrain. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on a fait des terrains, c'était génial, mais on a fait des terrains parce que on voulait jouer qu'il n'y ait pas de match annulé. Rappelle-toi, Titou, quand on était jeune, avec les stabilisés, on avait des matchs annulés tous les hivers. C'est clair. Et pas une blessure. Voilà, et presque pas de blessure. Et pour l'entretien aussi, c'était plus simple. Sauf que finalement, on n'a jamais réussi à développer des chaussures en fonction des stabilisés. Donc c'est vrai que c'est ça qui aussi nous amenait à avoir une interaction avec le sol qui n'est plus la même que d'habitude. Et donc du coup, une adaptation musculaire qui ne va pas être la même et un risque de blessure qui peut effectivement être en constante augmentation sur des terrains qui ne vont pas être adaptés au chaussage des joueurs. Alors c'est quoi le truc? C'est qu'il faudrait jouer avec des crampons des plus gros crampons finalement, des plus longs, Alors, revenir au ça, c'est justement tous les tenants et les aboutissements de nos amis podologues. Voilà, podologue, pédicure podologue. Moi, je suis pour l'aspect qu'on dit multidisciplinaire du sport. Hein, donc, c'est-à-dire, voilà, pour moi, la rééducation, c'est un sport d'équipe. Hein, retour au sport, vraiment, c'est ça qui est aussi un beau challenge. C'est-à-dire que vous bossez
avec voilà, des podologues qui vont analyser voilà, le pied, l'équilibre, la chaussure, et que c'est adapté, pas adapté, etc. Là, par exemple, petit exemple sur un autre sport, on avait un hockeyeur qui effectivement se faisait telle ou telle blessure ou douleur, mais parce que ses patins n'étaient pas adaptés, vous voyez, à la largeur de son pied. Donc on a analysé, on a refait faire des patins et hop, c'est tout de suite amélioré, quoi. Et c'est ça qui est important. Vaut mieux dépenser 200 euros dans une paire de patins que 3000 euros de salaire pendant 6 mois, parce que le mec, il peut pas jouer. Donc voilà, après, vous avez des prépas physiques et après, pour le psy, bah, vous avez les sophrologues, etc. Donc c'est chacun a son boulot, chacun, en fonction de l'évaluation, va avoir sa carte à jouer. Et c'est ça voilà, qui va être aujourd'hui important. Maintenant, ce qui reste, voilà, comme je vous ai dit, la chaussure, ça fait partie d'un facteur parmi tant d'autres. Il y a 34 facteurs de risque répertoriés sur un LCA. Donc c'est énorme. Donc il me semble que c'est ça. 34 facteurs de risque, tout en sachant après que par exemple les femmes sont 6 fois plus à risque que les hommes. Enfin bon, voilà, il y a tout, donc c'est encore plus. Donc vous voyez, là, le chaussage fait partie d'un facteur de risque, il y en a 33 autres. Donc vous voyez, c'est jamais un seul qui est responsable. C'est toujours, peut-être que ce jour-là, vous étiez en stress mental, déshydraté, qu'un mauvais chaussage, etc., et que vous aviez mal dormi. C'est possible, que vous mal récupéré, ça peut être important. Donc dire laquelle est la meilleure chaussure, je ne sais pas. Le meilleur terrain non plus, mais je pense qu'il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut influer largement pour diminuer le risque de blessure du croisé. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Florian pour ton intervention, ça fait extrêmement plaisir. C'était hyper De complet. rien, plaisir. Tu as amené en tout cas toutes les réponses à notre communauté. Si je résume, on va parler de reconstruction du ligament parce qu'on va prélever un greffon dans un des tendons rotulien ou dans le ischio-jambier, c'est ça, le deuxième, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, on commence à les voir sur le tendon quadricipital, au-dessus de la rotule aussi. Voilà, il y a pas mal de choses qui Qui existent. va amener à une reconstruction. On va percer les deux os, refaire en fait ce ligament croisé, reprendre tout de suite, le plus rapidement en tout cas, des gestes naturels relatifs au sport dans lequel le joueur ou en tout cas l'athlète excelle. Et puis, sur quelques mois, on va parler beaucoup de proprioception, d'équilibre au niveau du genou, de reprise de musculation pour diminuer en tout cas et faire de la prévention. On va travailler aussi beaucoup sur l'aspect psychologique, ce qu'on a pu voir pour diminuer encore ce facteur de prévention. Tu nous as parlé de 34 facteurs de prévention, dont un qui était marrant parce qu'on se le met jamais à l'idée, mais en tout cas, c'est les chaussures qui sont hyper importantes. Bon, il y a peut-être aussi, bien évidemment, le terrain. Il y a d'autres facteurs. Tu nous as parlé également pour parler de prévention au niveau du LCA, de renforcer en tout cas tout le tronc et la ceinture abdominale pour pouvoir en tout cas être fort et avoir en tout cas une espèce d'alignement logique dans tes mouvements. Voilà, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour. Ah oui, tu as parlé aussi d'équipe au niveau de la rééducation. La rééducation ne se fait pas qu'au niveau musculaire, elle va se faire au niveau également psychologique, avec aussi le chirurgien. Donc, c'est toute une équipe qui va travailler autour de la tête, autour du sportif pour pouvoir remettre le joueur sur pied. On va parler beaucoup aux joueurs et on va essayer de capter toutes ses énergies, toute son appréhension pour savoir quand est-ce qu'il sera prêt ou pas pour relancer un peu la machine et repartir à la compétition. Tu nous as dit également qu'un LCA, c'était entre 9 et 50 millions d'euros pour un joueur de première ligue. Donc, il y a des gros impacts économiques aussi relatifs à cette blessure. Wow, j'ai l'impression d'avoir fait je vais pouvoir faire STAPS. Ah oui. Moi, et encore, on pourrait en parler encore des heures et des heures. Mais ouais, non, mais voilà, si, tu as à peu près fait le tour et les éléments principaux voilà, qui existent et qui font de cette blessure, on va dire, statistiquement pas importante, mais qui voilà, peut changer vraiment la carrière d'un joueur, quoi. Vraiment, on parle vraiment, mais dans beaucoup de conférences, on retrouve le terme de cauchemar. Vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on commence vraiment, quand on est invité à parler sur le retour à la compétition d'un footballeur ou autre,
des fois, on met des images carrément sur nos présentations de noir, quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, le cauchemar et que nous, l'équipe qui va se mettre au service du sportif, elle doit transformer justement ce cauchemar en rêve et pour pouvoir vraiment amener. Alors, c'est un peu fantaisiste, hein, comme ça, dit comme ça, mais c'est une belle image, moi, je trouve, de ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont dévastés, on l'a vu, qui pleurent, etc. Des joueurs qui n'arrivent pas à retrouver le niveau. Et donc, nous, en tout cas, c'est notre rôle. C'est ça, c'est de pouvoir retransformer petit à petit ce rêve, parce qu'il y en a qui vraiment, dès l'opération, 2 jours après, vous les voyez en rééducation, qui vous disent non, non, mais moi, le foot, c'est terminé, ou quoi, ou vous en avez qui y croient encore, mais au bout d'un mois ou deux, se disent bon, allez, ouais, c'est bon, j'ai compris, je vais jamais récupérer, etc. Et puis, ils commencent à sombrer dans. Voilà, ça peut arriver à Dépression, sombrer quoi. aussi. Ouais, oui, oui, non, soit en dépression ou autre, quoi. Et puis, tout en sachant que bah, faut garder aussi à l'esprit que, bah, comme on a dit, hein, il y a des gens qui ont du mal à retrouver leur niveau, donc les gens qui jouent à ce même poste vont forcément aussi cogiter, se dire des gens comme Falcao, comme Fekir aussi, on l'a oublié, mais Fekir, a une rupture du LCA et pas jamais revenu. Rappelez-vous, on devait signer à Liverpool, il a signé au Betis Séville. Non, plus. Non, Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est clair. Non, mais voilà. Et aujourd'hui, on voit, enfin, c'est dur, c'est très dur de revenir, quoi. Donc, parce que le haut niveau, c'est y accéder, mais c'est y rester. Et donc, pour y rester, faut être aussi épargné par les blessures, hein. Moi, j'ai un joueur que j'ai en tête, Moricone, qui aujourd'hui joue à l'Entente Saint-Gratien. A été repéré par Furlan. C'était de l'équipe de France avec Benjamin Mendy, Rabiot, que vous connaissez bien, et qui en 3 ans a vécu une rupture du tendon rotulien et 2 ruptures du LCA. Vous voyez, aujourd'hui, il joue à l'Entente Saint-Gratien. Donc, oui, tout peut basculer. Et en gros, c'est ce qu'on dit, c'est qu'à un moment donné, c'est 50 millisecondes, la rupture du LCA, et c'est 50 millisecondes qui peuvent faire basculer votre carrière et voire votre vie même. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir une équipe la plus performante autour, parce que le haut niveau, c'est avant tout tout l'entourage qui est autour. Sinon, vous ne pouvez pas être un sportif de haut niveau si vous n'avez pas un bon manager, un bon coach, enfin voilà, un bon staff autour de vous, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que Chiesa aura ce bon staff, je n'en doute Non, pas. c'est clair. En tout cas, il y a Lucas PGLP, c'est la première fois dans le chat pour lui, et il te remercie. Merci beaucoup, j'écoutais dans mon coin, mais c'était super intéressant. Merci. Si vous voulez voir Florian, ou en tout cas vous avez des problèmes physiques, il y a toute une équipe, en tout cas chez Orthosport, dans le Val d'Oise, en 95. Vous êtes sportif, vous avez envie de reprendre la compétition, allez chez lui. Franchement, vous serez choyé. Il y a plein de sportifs de haut niveau, mais pas que. Il y a aussi je croise, moi j'y vais régulièrement, et je croise des gens comme moi qui ont arrêté le sport, ou en tout cas qui sont en retraite, entre guillemets, ou même qui font du sport à loisir. Allez-y, en tout cas, c'est un super centre de rééducation. Flo, tu sais que Touti, c'est chez toi. Quand tu as envie de revenir, tu reviens. Écoute, ouais. Qu'est-ce que tu... Quand je reviens, c'est pas bon signe, moi. Je sais bien qu'il y a des blessés. C'est clair. En tout cas, tu as une bonne brochette chez les Juventini. On pourrait essayer de faire, je sais qu'à un moment donné, là, il y avait pas mal de blessés. Je pense qu'on pourrait essayer de revoir aussi toutes les blessures qu'on avait, essayer de faire un petit peu et faire un live pour notre communauté, pour savoir quand est-ce que tel ou tel joueur va revenir, est-ce que c'est prématuré ou pas, quels sont les protocoles en tout cas de rééducation pour chaque joueur. Il y a Forsayo qui me dit Titou, tu m'as presque donné envie de me blesser. Non, je t'assure, j'espère pour toi que tu ne te blesseras pas. Non, vous ne blessez pas. Sache que je souffre en rééducation. Déjà qu'il a été blessé 3 mois, lui. Tu sais, moi, mon gars, ouais, surtout Forzaio, moi, ça fait 5 ans que je suis blessé, donc. Où est-ce qu'on peut te voir là sur tes activités en tout cas, vous pouvez aller voir Florian sur Twitter si vous avez envie de parler avec lui, en tout cas, et de continuer cette discussion. Il est hyper accessible. Vous pouvez le joindre sur Twitter, sur Florian Forelli, ou aussi sur YouTube et Instagram. Forelli Florian, pardon. Il est aussi disponible sur Instagram et sur Facebook aussi. Je crois que tu as une page professionnelle sur Facebook.
Il vous donnera plein de liens, plein de conseils, etc. Allez-y, en tout cas, c'est toujours intéressant. Et pour vous, les jeunes qui ont envie, qui faites STAPS, pardon, et et dont l'envie c'est de devenir kiné, vous pouvez aller prendre des conseils auprès de Florian. En tout cas, il est aussi professeur. Même pour ceux qui ont fait ça. Même Ouais, tout le monde. Non, mais même pour ceux qui ont la licence. Elle est loin. Il n'y a aucun problème sur Twitter, Facebook, Instagram. J'essaie d'être le plus réactif possible. Après, toutes les questions sont. Je peux pas répondre à tous, que des fois il me faut quand même le genou dans les mains, mais au moins essayer de conseiller, vous envoyer sur des spécialistes, de votre coin ou quoi. Il n'y a aucun souci. En tout cas, je suis assez dispo sans problème. Donc, truc de fou. Je me fais mal au mollet. Il faut que je vous la raconte celle-là. Je me fais mal au mollet. Je vais faire une IRM, rien sur l'IRM. Je vais faire une échographie, rien sur l'échographie. Je dis putain, c'est pas possible, je vais pas aller voir Flo sans IRM, sans échographie. Donc je vais le voir, j'ai Flo, écoute, j'ai mal, mais on voit rien sur les images. Il me dit attends, je vais t'ausculter. Il me dit c'est là que t'as mal, bam, aïe. Je me dis ouais, c'est exactement là. Tu vois, il m'a juste touché du doigt. Il m'a dit ouais, vous passez là, ok, d'accord, je sais ce qu'il faut faire, tout ça. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et de professionnel. Merci beaucoup Flo. Depuis tu es en fauteuil roulant. Depuis je suis en fauteuil roulant, les gars, je fais des streams. Non, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là quand c'est possible, parce que c'est vrai que je suis toujours pas un bon et par vous, mais dès que c'est jouable, moi c'est un plaisir. Bon, je tiens à remercier tous les présents sur le chat, tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors abonnez-vous. On vous embrasse. On espère qu'on vous a amené du contenu, c'est le plus important. Et puis, in bocca al lupo, Federico Chiesa. Ciao. Ciao, on se voit mercredi pour fêter le titre. Un super coupe. Ciao. Ça marche. Ok. Allez, forza Juve.